Les inondations sont une catastrophe naturelle très préoccupante qui surviennent chaque année dans la plupart des pays africains, plus précisément en Afrique de l'Ouest. C'est sur l'Afrique de l'Ouest justement que nous allons nous appesantir dans ce numéro de l'entretien du jour. Ce sera avec un enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est également spécialiste des risques et catastrophes naturelles. Son nom, c'est Théodore Tchekpo Adjakpa. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, nous allons parler des inondations en Afrique, les causes, les conséquences et les essais de solutions. Déjà, votre regard de spécialiste sur cette réalité des inondations que nous vivons en Afrique tous les ans. Merci, madame. L'inondation, c'est la présence de l'eau sur un espace qui n'est pas habitué à en recevoir pour un court séjour. Vous voyez, donc, c'est ça la définition de l'inondation. La présence de l'eau sur un terrain qui n'est pas habitué à en recevoir pour un court séjour. C'est ça. Voilà un peu la définition. Donc, le reste, c'est les facteurs qui favorisent ce phénomène-là. Nous avons les facteurs naturels et les facteurs anthropiques. Les facteurs naturels, comme son nom l'indique, c'est des éléments qui favorisent l'inondation sur le plan naturel. Comme les précipitations, les fortes précipitations. Voilà. Donc, parmi ces facteurs naturels, nous avons la nature des sols, le relief, l'hydrographie. Donc, voilà les éléments, le climat. Donc, voilà un certain nombre d'éléments naturels qui favorisent les inondations. Lorsque les cours d'eau débordent de leur lit mineur. C'est là qu'on parle de crue? Oui, c'est ça? Bon, non, la crue, c'est lorsqu'il pleut que l'eau commence par monter dans le fleuve. C'est ça qu'on appelle la crue. Et lorsque il continue de pleuvoir et que l'eau continue de monter, le lit mineur. Le lit mineur, c'est l'espace réservé pour contenir l'eau, pour circuler normalement. Mais lorsque le lit mineur, lorsque il continue de pleuvoir et que le ruissellement fait que l'eau continue d'arriver et que la crue continue de monter, le lit mineur est dépassé et le lit majeur, n'est-ce pas, est atteint. C'est-à-dire que l'eau se déverse dans le lit majeur. C'est lorsque l'eau se déverse dans le lit majeur, qui sont des espaces occupés par les hommes et leurs habitations et leurs biens, qu'on parle d'inondation. Parce que le lit majeur, en principe, n'est pas destiné à recevoir de l'eau. En principe. Mais il faut aussi définir ce concept de lit majeur. Le lit majeur, en réalité, c'est le niveau maximal que l'eau peut atteindre dans son débordement. Est-ce que vous voyez? C'est le niveau maximal que l'eau peut atteindre dans son débordement. Donc, et voilà un peu. C'est ça. Là, c'est ce qui en est des facteurs naturels. Mais est-ce que par rapport aux facteurs naturels, on ne pourrait pas rajouter, parce que parfois, à des endroits où habituellement il n'y avait pas d'inondation, parce qu'il y a eu forte précipitation en un laps de temps, ben, la terre n'est pas arrivée à imbiber, à accueillir toute l'eau, et du coup, ça se déverse et ça devient de l'inondation. Est-ce que c'est possible grâce au changement climatique? Oui, justement. C'est là que nous allons aborder les facteurs anthropiques. Vous voyez, les facteurs naturels, c'est les éléments naturels, n'est-ce pas, qui favorisent le phénomène. Mais l'homme en rajoute. L'homme en rajoute par la dégradation de l'environnement. Est-ce que vous voyez? Puisque naturellement, le couvert végétal est chargé, n'est-ce pas, de favoriser ce que nous appelons l'infiltration et de diminuer ce qu'on appelle le ruissellement. Lorsque l'homme, de par ses différentes activités et défriche, enlève le couvert végétal, le sol est exposé au ruissellement qui devienne plus fort. Est-ce que vous voyez? Le ruissellement prend le pas sur l'infiltration. Or, le couvert végétal favorise
n'est-ce pas, l'infiltration, où l'infiltration prend le pas sur le ruissellement. Lorsque le couvert végétal est parti, on assiste au phénomène inverse. Le ruissellement prend le pas sur l'infiltration. Est-ce que vous voyez? Et les infiltrations deviennent, les ruissellements deviennent plus forts. Est-ce que vous voyez? Lorsque le ruissellement est très fort... Puisqu'il n'y a rien pour arrêter. Il n'y a rien pour arrêter. Justement. Donc, on a enlevé tous les arbres. L'eau se précipite pour aller augmenter le niveau des crues. Donc, et cela, lorsque l'homme enlève le couvert végétal, il y a un phénomène qu'on appelle l'encroutrement des sols. L'encroutrement des sols, c'est les limons ajoutés à des carapaces d'argile qui rendent le sol imperméable. Et lorsque le sol est rendu imperméable, le ruissellement prend le pas sur l'infiltration. Les crues s'augmentent très rapidement et on assiste au débordement, n'est-ce pas, des lits du fleuve. C'est ça. Voilà donc, ce sont les causes des inondations en général. Ce sont les causes des inondations, ça. Alors, docteur, quels sont les domaines les plus touchés par ces inondations-là? Oui, les domaines... Comme par exemple l'agriculture, comme par exemple l'élevage, etc. Lesquels sont les plus touchés? Tous les domaines sont touchés. Tous les domaines sont touchés. 3 domaines sont touchés. Et l'environnement est touché du point de vue dégradation, quand il y a inondation. Le social est touché et l'économie est touchée. Voilà les 3 piliers qui sous-tendent ce que nous appelons le développement durable. L'environnement, le social et l'économie. Absolument. Tous ces domaines-là sont touchés. Alors, quand nous prenons le social, les gens sont... Il y a la vulnérabilité des populations. La vulnérabilité, c'est quoi? L'incapacité des populations à faire face au phénomène qui leur tombe dessus. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez, que ce soit à Cotonou, que ce soit dans la vallée des différents fleuves que nous avons dans le pays, n'est-ce pas? Les populations riveraines sont très exposées. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elles n'arrivent pas à apporter la réponse qu'il faut au phénomène. C'est ça. Donc, et économiquement, les activités sont coupées également. Les activités sont coupées parce que lorsque les routes sont coupées, est-ce que vous voyez? Lorsque les champs sont envahis, le gars ne peut plus aller au champ pour aller faire ses activités. Le gars ne peut plus aller à l'atelier pour aller faire ses activités. L'économie est ralentie. C'est ça. Les gens n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Non seulement ils n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations, mais c'est que les gens perdent leur champ. Les gens perdent leur atelier. Donc du coup, l'agriculture est vraiment touchée. Quand vous prenez la vallée du Niger, par exemple, c'est beaucoup d'hectares de terrain qui s'en vont. C'est-à-dire que toutes les cultures s'en vont parce que l'eau les ravage. Est-ce que vous voyez? Et si l'éleveur qui a la chance d'écouter les niveaux d'alerte, là, il peut ramasser ses bœufs, ses animaux partis. Mais celui qui a encore son champ de riz ou son champ d'haricots qui n'est pas encore mûr, qu'est-ce qu'il peut faire? Il regarde de façon impuissante et les eaux emportent tout ce qu'il a. Il voit la perte arriver, mais il ne peut rien faire. Alors, docteur, oui? Voilà, ce sont des phénomènes cycliques qui arrivent périodiquement. Chaque année, à une certaine période, on en parle. Malheureusement, ça survient généralement à la veille de la rentrée scolaire. Du coup, les élèves de ces zones-là sont vraiment empêchés d'aller à l'école. Tout est rempli d'eau quelque part. Mais puisque c'est cyclique, qu'est-ce qui fait qu'on n'a jamais de solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il y a des solutions urgentes et des solutions à venir. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est que les élus locaux, que l'État... Parce qu'il y a des solutions il y a des mécanismes de gestion de ces inondations-là, mais qui n'arrivent jamais à apporter la réponse. Puisque quand l'État a prévu, il y a un organisme qu'on appelle le Comité national de prévention civile
qui a été remplacé aujourd'hui par l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile. Voilà. Donc, il y a tous ces mécanismes-là de gestion, où il y a une plateforme même de gestion des risques et catastrophes. Il y a des plans de contingence qui sont prévus, des plans de contingence. Mais il n'y a pas de prévision. Voilà. Il y a moins de prévision. On éteint plus le feu que de prévenir. Voilà. Donc, chaque fois, on joue sapeur-pompier pour régler. Mais vous, en tant que chercheur, parce que là, vous êtes dans votre domaine. D'ailleurs, votre thèse, vous l'avez, ça a été accentué, basé sur justement les inondations. Justement, quelle solution est-ce que vous préconisez de façon concrète? De façon concrète, aujourd'hui, il faut une cartographie des zones d'inondation. Pour qu'on sache les zones où le phénomène se produit chaque fois. Il faut déloger les gens. Les occupants de ces zones inondables-là, il faut les déloger. Il faut les reloger sur terre ferme pour qu'ils puissent y vivre et mener leurs activités. Mais les gens sont réticents. Quand vous proposez cette solution-là, ils préfèrent ne pas faire leurs activités de pêche. Ils préfèrent vivre toujours là. C'est un peu comme un choix, alors. Voilà, c'est un peu comme un choix. Donc, qu'est-ce que l'État peut contre la volonté de ces personnes-là? Oui, mais l'État doit utiliser la force pour que les gens quittent les lieux. Parce que l'eau a son chemin, qu'on appelle l'exutoire. Mais si vous allez vous installer sur le chemin de l'eau, c'est vous qui êtes parti chercher l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est venue vous chercher. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de quitter les zones inondables et de reloger les gens sur terre ferme pour qu'ils puissent y mener les activités. Ou soit, on prévoit des aménagements qui permettent à ce que l'eau ne déborde pas, comme les digues de protection. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Comme les digues de protection, et nous avons proposé dans le cadre de notre thèse les digues en matériaux locaux, comme l'État du Niger l'a fait. De Dolé jusqu'à Gaïa, l'État du Niger a réalisé une digue en matériaux locaux, c'est-à-dire de l'argile compactée avec de la latérite qui tient bien. Dont nous disposons aussi. Nous disposons les matériaux locaux là chez nous au Nord Bénin pour pouvoir faire des digues en matériaux locaux. Donc, il y a deux options. On cartographie les zones inondables, on sait là où le phénomène se pose. Chaque fois, on déloge les gens de ces zones-là pour les réinstaller ailleurs. Oui, on leur crée les conditions qu'il faut pour qu'ils puissent mener les activités sur les nouveaux sites. Parce que si vous déplacez le gars de son milieu naturel de vie et que vous ne lui créez pas les conditions pour qu'il puisse se retrouver, il va repartir là où il a quitté. Exactement. Il va essayer de s'adapter. Voilà. Donc, reloger les gens comme ça là, ou faire des aménagements, qui utiliser des digues en matériaux locaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Théodore Tchepo Adjakpa. Voilà. Nous allons revenir certainement dans d'autres numéros parce que c'est un sujet assez vaste. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur les inondations en Afrique. Voilà. C'est donc fini pour cet entretien du jour. Restez donc branchés sur Sika TV. Au revoir. Okay.